Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Jean Stone. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter Jean Stone et nous passerons rapidement aux questions que je lui ai préparées. Alors Jean Stone, vous êtes ce qu'on pourrait appeler quelqu'un d'éclectique, puisque vous êtes essayiste, chercheur indépendant et chargé de cours à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous êtes diplômé dans beaucoup de domaines, je citerai les mathématiques, l'informatique, la paléontologie, les sciences politiques, l'économie et la gestion. C'est pour ça que vous êtes dans l'interdisciplinarité. Alors, vous êtes également enseignant et consultant en management, chargé de cours dans le MBA du groupe HEC, depuis 1995, année pendant laquelle vous avez également créé donc l'UIP, qui est l'Université interdisciplinaire de Paris. Vous êtes enfin l'auteur de nombreux ouvrages. Alors on ne citera que les trois plus récents, parce que sinon ça serait un peu long. Donc en 2005, vous avez fait paraître sous votre direction un ouvrage collectif qui s'appelle Science et quête de sens, qui regroupait une quinzaine de personnalités scientifiques, dont 4 prix Nobel. Et en 2007, vous avez publié Notre existence a-t-elle un sens, votre premier grand ouvrage de synthèse, en fait, fruit de 19 années de rencontres et de débats, comme vous l'expliquez sur votre site, avec de nombreuses personnalités scientifiques, visant à permettre au public non spécialisé de découvrir l'essentiel des grandes questions sur l'évolution, dans le domaine de la vie, de la matière, de l'univers, de la conscience, etc. Alors, d'ailleurs, on peut noter, c'est assez exceptionnel, que vous en êtes à votre combienième édition 11e ou 12e. Ouais, vous ne savez même plus. Je pense que ça va être la 12e. Et je crois quelque chose comme 27 000, un peu plus. donc 27 000 exemplaires vendus, de quoi faire rêver n'importe quel éditeur comme moi. Et votre dernier livre en date, dont nous parlerons également, il vient de sortir, il s'intitule « Au-delà de Darwin ». Alors, première question, votre originalité en fait, parce qu'on est toujours sur ce débat sur le darwinisme, etc., on est toujours catalogué soit comme créationniste, soit comme évolutionniste. Et alors vous êtes contre l'un et contre l'autre. C'est assez original. Mais alors, avant d'y venir, j'aimerais tout de suite lever un doute, puisque j'ai trouvé un blog, Coffee and Science, sur lequel vous auriez déclaré dans les commentaires que oui, vous êtes créationniste. Alors je cite une citation qui vous est attribuée et à laquelle vous allez pouvoir répondre. Oui, je suis créationniste, à condition d'ajouter toujours après, comme Francis Collins, actuel directeur du NIH. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça parce que... Oui, bien sûr, il y a un grand besoin de clarification. Ouais. En fait, il faut définir les termes, et les termes sont souvent piégés. Donc, en science, un créationniste, c'est quelqu'un qui croit à une création séparée des espèces vivantes. C'est pour ça qu'on a appelé ce terme créationniste, parce que ce sont des gens qui croient à des créations séparées. Ça veut dire, pour être très clair, que si on remonte dans nos ancêtres à tous les deux, on ne trouvera jamais un primate circulant dans un arbre, on ne trouvera jamais un reptile et encore moins un poisson. Donc ça, c'est un créationniste. Ça n'a rien à voir avec l'idée de création du monde par un dieu? Alors c'est justement ça le piège, parce que effectivement, tous les chrétiens juifs, tous les musulmans sont des créationnistes au second sens du terme, celui que vous venez de définir. C'est-à-dire celui qui dit qu'effectivement, à partir du moment où on croit à un Dieu créateur, eh ben, on est forcément créationniste dans ce sens-là. Ouais. Donc des gens Donc il y a comme... beaucoup plus de créationnistes qu'on ne le croit. Donc ces gens comme ce fameux Old Kola là se servent, Old Kola c'est le type qui tient ce blog donc, que vous avez cité, Coffee and Science. se servent de cette ambiguïté pour en fait traiter tout le monde de créationniste. Le problème c'est qu'en science le terme créationniste est bien défini, il s'oppose au terme d'évolutionniste, ce que je suis. Les évolutionnistes sont ceux qui croient à l'évolution, qui se définit par le fait que si on remonte dans nos ancêtres on trouvera un primate, puis on trouvera un reptile, puis on trouvera un poisson, puis on trouvera une bactérie. Alors pourquoi est-ce qu'il faut bien séparer les termes? Eh bien sinon on est dans une confusion totale, absolue et générale. Par exemple Darwin, dans la dernière phrase de l'origine des espèces, et je montre qu'elle a été censurée volontairement dans l'édition française que vous pouvez trouver, celle de Flammarion que vous pouvez trouver dans toutes les librairies aujourd'hui, Darwin dit, n'y a-t-il pas une beauté dans cette vision où la vie a été insufflée par le Créateur dans un petit nombre de formes vivantes, voire dans une seule. Le mot par le Créateur a sauté dans les éditions que vous pouvez trouver en France actuellement. Par contre, si vous allez sur Internet et que vous faites une recherche en anglais sur les éditions originales de Darwin, elles sont toutes sur Internet gratuitement, vous verrez que le mot créateur existe dans les 5 dernières éditions
de l'origine des espèces de Darwin. Donc si vous vous basez, je termine là-dessus, si vous vous basez sur cette définition que tous les gens qui parlent d'un créateur sont créationnistes, alors Darwin est créationniste, et alors plus rien n'a de sens, puisqu'on oppose le darwinisme au créationnisme. Donc vous voyez bien que plus rien n'a de sens si on emploie en science cette définition du mot créationniste, puisque alors Darwin devient créationniste et on ne peut plus rien dire. Donc c'est pour ça qu'en science, si on veut être rigoureux, on ne peut évidemment définir le créationnisme que comme ceux qui s'opposent à l'évolutionnisme. Et alors pour expliquer ma fameuse phrase, effectivement, là où ça devient presque rigolo si ce n'était pas à en pleurer, depuis 3-4 ans, mais on en parlera dans un instant, il y a une désinformation systématique qui consiste justement, parce que le mot créationniste, c'est un peu comme le mot, c'est toute proportion gardée, c'est presque comme le mot fasciste ou négationniste, ouais. C'est une insulte qui vous disqualifie instantanément. En tout cas, c'est sûr en science, ça vous disqualifie instantanément. Donc le mot créationniste est utilisé contre des gens qui sont évolutionnistes, et donc le dernier en date, c'est ce fameux Francis Collins, qui est un des plus grands généticiens actuels, et qui a c'est lui qui a dirigé le décryptage du génome humain, donc un des très grands progrès de l'espèce humaine en termes scientifiques. Et il se trouve qu'il y a quelques 8 ou 9 mois, Barack Obama l'a nommé à la tête de l'Institut national de la santé aux États-Unis, qui est le plus grand centre de recherche en biologie au monde, avec 18 000 chercheurs et 30 milliards de dollars de budget par an. Et donc, il se trouve que les mêmes extrémistes, on pourrait dire intégristes du darwinisme, l'ont traité de créationniste, parce qu'il a écrit un livre que d'ailleurs j'ai après fait publier en France dans ma collection, qui vient de sortir dans la collection Sciences et Religions, que je dirige aux presses de la Renaissance, ouvrage qui s'appelle De la génétique à Dieu. Et dans cet ouvrage, Collins décrit sa conversion en tant que chrétien, décrit sa vision de l'évolution. Mais en fait, si on lit l'ouvrage, Collins est à 99% un darwinien. C'est pas qu'il soit évolutionniste au sens que je l'ai défini, non. Il est évolutionniste et darwinien. Et voilà qu'on le traite de créationniste parce qu'il croit en Dieu. Alors j'ai voulu faire cette pirouette pour dire, écoutez, à ces différentes fanatiques dont Raoul Collat est certainement le plus fanatique en France, mais il y en a aux États-Unis aussi, des fanatiques du matérialisme. J'ai dit, écoutez, si vous traitez ces gens-là de créationnistes, alors vous qui dites que je suis créationniste depuis longtemps, ce coup-ci, vous pouvez le dire que je le suis, à condition que vous rajoutiez comme Francis Collins, sachant que c'est un des plus grands biologistes actuels. Et effectivement, si on prend cette définition du créationnisme, alors tout le monde est créationniste, ou presque. Dans ce cas-là, je dirais, la moitié des scientifiques le sont. Donc je ne voulais pas vous couper tout à l'heure, mais vous avez dit il est évolutionniste et darwinien. En fait, vous vouliez dire il est créationniste et darwinien. Mais non, il est évolutionniste et darwinien, parce qu'il faut bien... croit en Dieu. Mais oui, mais il faut justement... Il est créationniste. Mais oui, mais il faut bien séparer. Ouais. Le créationnisme en science désigne, comme je vous l'ai dit, uniquement les gens qui croient à une création séparée des espèces vivantes. Sinon, je viens de vous expliquer que Darwin est créationniste, et que donc plus rien n'a de sens. Maintenant, vous avez des évolutionnistes, qui sont des gens qui croient au fait qu'il y a, dans nos descendants, il y a des poissons, des bactéries, des batraciens, enfin bon. Et puis, il y a des darwiniens, et ça je n'ai pas encore dit, qui croient que l'explication, le mécanisme par lequel nous descendons des bactéries, des batraciens, des reptiles et des primates, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme bien identifié, celui du hasard et de la sélection naturelle. En gros, il y a des fautes de frappe dans notre ADN, un peu comme des fautes de frappe dans un texte. Je vais très vite, bien sûr, mais c'est ça l'idée. Il y a des fautes de frappe dans notre ADN, et ces fautes de frappe-là, elles avantagent ou elles désavantagent l'organisme par rapport aux conditions qu'il rencontre dans sa vie de tous les jours, ce que Darwin a appelé la sélection naturelle. Donc voilà, voyez ça, le darwinisme, c'est une façon d'expliquer l'évolution parmi d'autres. Et c'est exactement comme dire la Terre tourne autour du Soleil, c'est un fait. Nous descendons d'un primate, pour moi c'est un fait absolu et évident, c'est pour ça que je suis évolutionniste, d'accord ? Mais comment on descend du primate ? Comment la Terre tourne autour du Soleil ? Toute la question est là. La Terre peut tourner en fonction de la loi de Newton. Ah ouais, mais elle peut aussi tourner en fonction de la loi d'Einstein. Ouais. Et Einstein est plus vaste que Newton. Alors, et je pense qu'il y a des synthèses, on en parlera, qui sont plus vastes que le darwinisme pour expliquer pourquoi l'homme descend du singe. Mais alors, la critique qu'on vous fait souvent, de ce que j'ai pu en suivre, c'est que justement on vous dit, mais la science n'est pas censée dire et expliquer le pourquoi, mais uniquement le comment. Or vous, vous voulez aller sur le pourquoi. Alors, c'est deux choses. D'abord, c'est deux choses différentes. Si on lit mon ouvrage, Notre existence a un sens, on verra bien que je ne pars pas
j'essaie, en tout cas on a tous des postulats, et on est évidemment, par ailleurs, je ne cache pas que je suis croyant, mais et les matérialistes sont matérialistes, personne ne peut être neutre. Mais j'essaie, comme le fait ce que je considère comme un de mes maîtres à penser, Bernard d'Espagna, j'essaie de, qui est un grand physicien et philosophe français, j'essaie de partir des faits, et une fois qu'on a regardé les faits, de voir avec quelle vision du monde ces faits sont compatibles. Donc mon travail, c'est de regarder la matière, l'univers, la vie et la conscience. Et une fois qu'on a bien creusé, de se dire, voilà, avec quelle vision du monde est-ce plus compatible? Une vision matérialiste ou une vision non matérialiste au sens large? Et je montre bien dans mon ouvrage qu'il y a 7 étapes à franchir, on pourrait dire 7 paris pascaliens à faire, entre ce que démontre, ce que je prétends que mon livre démontre, que la science moderne démontre, et l'existence d'un Dieu de type judéo-chrétien, etc. Donc oui, il y a une grande étape entre les deux. Donc ce que la science fait, c'est pas du tout de définir je ne prétends pas que la science dit le pourquoi, je prétends que la science peut inciter à penser dans une direction plutôt qu'une autre, et je pense qu'il y a une révolution conceptuelle au cours du XXe siècle qui fait qu'aujourd'hui la rationalité, la connaissance, l'objectivité va plus dans le sens d'une vision non matérialiste qu'une vision matérialiste, et que ça c'est une révolution comparable à celle qu'on a connue à l'époque de Galilée et du changement de vision du monde précédent. En fait, vous vous inscrivez, c'est pas forcément une question, mais vous vous inscrivez dans les pas de Pascal qui disait que la science est peut-être le meilleur chemin vers Dieu. Oui, en fait, l'idée qu'il y a une compatibilité entre la connaissance objective du monde et, pour ceux qui sont croyants, la vision que l'on a issue des révélations de toutes les grandes religions, pas seulement chrétiennes, est effectivement une idée que je soutiens tout à fait. Mais c'est l'idée, si vous voulez, que la science et la religion ont une intersection. Vous voyez, quand je fais ça, vous avez des ensembles. On a appris à l'école des ensembles comme ça. Et bien ça, vous voyez, c'est une intersection. L'intersection est non vide. Je vais vous dire par là très précisément que la science doit être autonome par rapport à la religion. Sinon, on est dans l'histoire de Galilée, on est dans des choses épouvantables. La science doit être autonome par rapport au marxisme, la science doit être autonome, si possible, par rapport à l'économie, au capitalisme, etc. La science doit être autonome par rapport à la religion. Mais une fois qu'on a fait de la science et qu'on a des résultats, on peut se pencher sur ce que j'appelle les questions frontières. Et c'est là que vous avez l'intersection. Regardez par exemple la nature de la personne humaine. Est-ce qu'on a une âme immortelle ou est-ce qu'on est uniquement issu de fonctionnement de nos neurones? C'est une question scientifique, c'est une question religieuse. Est-ce que l'univers a une origine ou est-ce que l'univers existe depuis toujours? Est-ce que l'univers existe par lui-même? Ou est-ce qu'il faut quelque chose, une extériorité fondatrice à l'univers? C'est des questions scientifiques. D'ailleurs, on avait accusé le créateur de la notion du Big Bang d'être créationniste. Bien sûr, bien sûr. Mais attendez, on n'a jamais employé le mot créationniste à l'époque, parce que justement, ça fait seulement 3 ou 4 ans qu'on emploie de façon déformée le mot créationniste pour désigner les gens qui croient en un créateur, malgré l'évidence. Ça paraît évident, effectivement, les gens comme Olcola ou d'autres extrémistes vont vous dire, bah oui, bien sûr, ils sont créationnistes, ils croient en un créateur. Mais on n'a jamais traité, effectivement, Newton, le maître d'être, que l'abbé Georges Lemaître, plus récemment, d'être créationniste. On a dit simplement, vous êtes inspiré par votre idéologie chrétienne, ce qui n'est pas la même chose. Donc encore une fois, il faut bien insister sur l'absurdité d'employer le mot créationniste pour toute personne qui croit à l'évolution, même si par ailleurs elle croit en Dieu. Très bien. Ben, vous avez bien insisté. Alors, je vais en venir au deuxième sujet phare, me semble-t-il, c'est effectivement la censure qui frappe depuis un certain temps des gens de votre école, on peut dire une école de pensée, qui n'est donc ni créationniste, on l'a bien compris, ni évolutionniste, en tout cas dans le sens le plus strict du terme. Et il se trouve qu'il y a eu une polémique dans le monde où vous parliez d'Avatar, et j'aimerais que vous y reveniez parce que vous y compariez de manière tout à fait opportune selon moi ce qui se passe dans le réchauffement climatique et dans l'évolutionnisme. Oui, en gros, on peut dire hors de Darwin, point de salut, et hors des hypothèses du GIEC, point de salut. Donc, sans même dire que le darwinisme est faux ou que le GIEC se trompe, on peut dire que le débat sur ces questions est un débat qui est tellement provoquant qu'on ne veut même pas qu'il ait lieu. Je me permettrai de donner un exemple personnel, puisque j'ai l'occasion de parler ici. J'ai été interviewé
interviewé pour une émission qui devait passer sur Arte pour l'anniversaire du 150e anniversaire de l'apparition de l'origine des espèces. J'ai été filmé dans un magnifique cadre du muséum avec plein de crânes, etc. Bon, j'ai expliqué mes idées, et puis quelques temps plus tard, j'ai ayant publié mon ouvrage Au-delà de Darwin, la 5, qui devait faire un débat qui devait être juste quasiment la même semaine, appelle mon attaché de presse et demande à m'avoir sur le plateau. Eh bien, 2 jours avant, on a appelé mon attaché de presse depuis la 5 pour dire « Ah bah désolé, finalement on ne prend pas Jean Stone ». Et le lendemain, je reçois un coup de fil de la personne de Arte qui m'avait filmé 2 mois auparavant, qui dit oh, « Écoutez, je suis désolé, mais on a changé, on a réduit le format du film, on ne peut plus vous prendre. » Je lui ai dit « Écoutez madame, je sais très bien que c'est de la censure, c'est pas un hasard, tout ça, il y a des gens qui sont derrière, je connais les noms, je sais qui est derrière, on peut même voir ça sur internet, on sait qui sont derrière cette censure. » Et la dame très gênée me dit « Ah non, moi c'est juste comme ça. » Donc c'est pour vous dire, être sorti de 2 émissions de télévision en 2 jours, c'est quand même un record. Donc ça montre à quel point on gêne ces gens-là. C'est pas simplement... ça ne suffit pas, disons, pour démontrer un phénomène de censure, mais c'est déjà un indice. Par contre, non, ça ne suffit ce pas. que vous avez dit dans Le Monde, là, on vous a donné la parole pour la première fois, à ma connaissance, dans un grand journal français. Donc est-ce que les choses n'avancent pas dans le bon sens, malgré tout? Oui, il faut souligner aussi le très très beau dossier du Monde des religions, qui est donc dans le groupe Le Monde, qui est paru en janvier-février 2010, que je conseille à tous vos auditeurs, qui est un dossier qui donne la parole à tout ce courant de pensée que j'appellerais science et quête de sens. On dit science et religion pour simplifier, mais ça va bien au-delà de science et religion. C'est pour des gens qui ne sont même pas du tout religieux, mais qui disent qu'effectivement la science est porteur de sens. Alors il y a des progrès, j'espère, mais aujourd'hui les progrès sont principalement, je dirais, dans le domaine du GIEC, parce qu'aujourd'hui il y a eu quand même de gros problèmes avec le GIEC, et on se rend compte, il y a des choses tout à fait fascinantes qui seront dans mon prochain livre, en titre provisoire, et les 2 obscurantismes, j'espère qu'on en reparlera, mais dans mon prochain livre, je démontre justement comment il y a des manipulations, comment on empêche les gens de s'exprimer, dans les 2 camps en fait, aussi bien dans le camp des non-darwiniens que dans les camps de ceux qui doutent du réchauffement climatique. Même si aujourd'hui les gens qui doutent du réchauffement climatique, comme par exemple Vincent Courtillot, ont des tribunes beaucoup plus importantes en France, nous n'avons pas un Vincent Courtillot du non-darwinisme en France. C'est ça. Enfin, nous l'avons peut-être, mais... Je n'ai qu'un modeste débat de paléontologie humaine, donc je n'ai pas... Ah oui, au niveau des titres. Je ne suis pas membre de l'Académie des sciences comme Vincent Courtillot. Voilà. Non, mais lui-même ne fait pas partie des climatologues, comme on les appelle. Exactement. Voilà. En tout cas, ici, nous aimons le débat, à Enquête et Débat, et donc nous appelons, nous essaierons d'organiser un débat entre vous-même et un de vos adversaires, disons, sur ces thèses-là. Nous espérons que ça pourra avoir lieu. En tout cas, c'est un appel aussi que nous lançons. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Stone. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt.